On va donc accueillir monsieur Armand Rodolphe Ndialé sur notre plateau pour le commentaire. Bonjour monsieur. Bonjour Elodie, je salue chaleureusement tous les téléspectateurs d'Afrique Info, un salut particulier à ceux qui nous suivent du côté du Gabon. Vous savez qu'il y a le président Omar Bongo, Ali Bongo, voilà, c'est vrai que c'est le fils de l'autre a aussi quitté le Gabon pour se rendre du côté de Washington pour le sommet Afrique-France. Et Dieu sait qu'on a beaucoup de téléspectateurs du côté de la Guinée équatoriale. Voilà. J'aime particulièrement votre main gauche ce matin, même si à côté vous avez arboré un collier africain. Et une montre aussi venue d'ailleurs. Non, pas forcément. C'est aussi fabriqué au Cameroun? Mais oui. C'est fabriqué où? Ici même à Douala. Ici à Douala? Oui. D'accord. Alors, monsieur Ndialé, on va aller dans le vif du sujet avec le quotidien L'Indépendant que nous avons choisi ce matin. On va donc relire le commentaire du quotidien L'Indépendant pour nos différents téléspectateurs. L'Indépendant parle de la bataille hégémonique et bien sûr de la conquête du golfe de Guinée. Voilà, Paul Biya et la forte délégation qui l'accompagne arrivent aux États-Unis au moment où le monde rebat les cartes géostratégiques et positionne le golfe de Guinée en centre des batailles hégémoniques. Le deuxième sommet États-Unis-Afrique s'inscrit donc dans ce contexte de guerre géostratégique et économique avec en ligne de mire les ressources naturelles et cette partie de l'océan Atlantique qui attire autant d'appétit que de convoitise. Comment comprendre, monsieur Rodolphe Ndialé, qu'on ait d'une part un État, même si c'est plusieurs États qui se sont réunis, et d'une autre part, tout un continent pour un sommet. Est-ce qu'il n'y a déjà pas là une sorte de déséquilibre ou une sorte de suprématie de cet État sur le continent, on va le dire comme ça? Bon, tout est géostratégique, hein? Et quand vous regardez le journal L'Indépendant ce matin, le journal L'Indépendant est dans ce qu'on appelle les pleurs. C'est-à-dire qu'il passe le temps à dire que l'Afrique a les matières premières, les Américains vont venir. Ce n'est pas faux, on a les matières premières. Ça ne veut rien dire. Vous avez les matières premières, vous faites quoi avec? C'est la bonne question qu'il faut se poser. Qui a obligé les chefs d'État africains d'aller là-bas? Est-ce qu'on a obligé le président Paul Biya d'aller là-bas? On l'a invité, il s'est déplacé pour y aller. C'est tout comme récemment, il y avait l'investiture du président Teodoro Obiang-Nguema, le chef d'État camerounais a été invité. Mais il n'y est pas allé, il a envoyé son ministre de l'enseignement supérieur. Et du point de vue quand même de la diplomatie et des relations, quand c'est vrai que le ministre de l'enseignement supérieur est un ministre d'État, mais du point de vue de la nomenclature des ministres au Cameroun, il est quasiment classé très loin. Donc, et aller représenter un président de la République à une cérémonie d'investiture, Paul Biya, lui, n'a jamais invité même des présidents à sa cérémonie d'ouverture, à sa cérémonie d'investiture. Voilà, vous voyez qu'à ce niveau, il y a quasiment un peu de réciprocité. Ça veut dire que les chefs d'État africains ne sont pas obligés d'y aller. Quand il y a eu le sommet Russie-Afrique, le président de la République ne s'est pas déplacé. Il avait envoyé à l'époque, je crois, c'était le Premier ministre, chef du gouvernement. Ça veut donc dire que tout dans le monde est un problème de géostratégie et de positionnement. Les Africains doivent cesser de pleurer, de dire que non, on a les matières premières, oh, on a les ressources naturelles. Tout ça, vous faites quoi avec? Donc, il faut saluer l'initiative des États-Unis, qu'ils veulent montrer qu'ils sont les plus forts. Et quand ils sont les plus forts, ils regroupent les plus petits. Les plus petits sont les États africains, les chefs d'État africains qui vont là-bas en bande organisée. Et généralement, tous y vont, hein, parce que notamment ils ont peur de la puissance de frappe des États-Unis. Parce que les États-Unis, c'est d'abord la capacité de l'armement, la monnaie, le dollar, qui sert quasiment d'échange dans tous les commerces au niveau du monde, ce que la majorité des pays africains n'ont pas. Rares sont les pays africains qui ont leur propre monnaie et rien ne les empêche véritablement de mettre sur pied leur propre monnaie. Les États-Unis y vont également parce qu'au niveau satellitaire du renseignement, les États-Unis sont quasiment un peu assis. Voilà. Vous savez que le siège des Nations Unies, de l'ONU, les Nations Unies est du côté de New York également. Donc il y a tout cela que les États africains doivent comprendre que certes, ils ont les ressources naturelles que Dieu a données,
Mais il faut qu'eux-mêmes ils utilisent ces ressources humaines à bon escient, notamment en fabriquant, en industrialisant leur pays. L'industrialisation passe ici, c'est ce qu'on répète quasiment un peu tous les jours, pour avoir l'énergie de qualité, ne pas construire les barrages qui n'aident pas le pays, notamment à lutter contre les coupures électriques. Quelqu'un va vous dire qu'il est aux États-Unis, il a déjà fait 6 ans, il n'a jamais eu le moindre coupure électrique. Que parfois, quand il y a coupure, ça fait 3 secondes, ça revient. Comment est-ce que ces pays ont fait pour être à l'abri de ce type de faits-là? Il appartient aux Africains eux-mêmes de trouver généralement les mécanismes qui vont avec. Il ne faut pas que la jeune génération ne doit pas faire comme certains panafricanistes, entre guillemets, qui passent le temps à insulter que de proposer, qui passent le temps à victimiser que d'avancer. Parce que quand on passe le temps à victimiser, à accuser quelqu'un, ça veut dire que cette personne a un pouvoir véritablement sur vous. Donc il faut comprendre le système mondial et voir comment est-ce qu'il faut tirer son épingle véritablement du jeu. Et il y a des exemples qu'on prend. Vous voyez un pays comme le Rwanda qui sort par exemple de ce qu'on a appelé une guerre civile. Aujourd'hui, le Rwanda est en train de se remettre sur pied et de se faire respecter au niveau de l'échiquier géostratégique mondial. Vous voyez un pays comme le Mali qui laborieusement est en train de se positionner avec quelqu'un qui n'a pas fait de longues études, mais qui est stratège et pragmatisme, parce que dans le fond, c'est le pragmatisme qui sauve les gens. Ça ne sert à rien d'avoir des docteurs. Est-ce que ce n'est pas plutôt risqué ce que fait le Mali, monsieur? Bon, ça c'est aussi notre mentalité africaine, c'est-à-dire que vous n'aimez pas prendre le goût du risque. Tout est risqué dans la vie. Soit vous aimez le statu quo, soit vous prenez le risque. Le risque, c'est que ça mord ou ça ne mord pas. Ça veut dire que c'est un vrai leader. Un vrai leader il connaît que chaque jour, il peut mourir ou il peut continuer. Ça veut dire qu'un vrai leader, c'est quelqu'un qui se sacrifie pour une cause juste. C'est pour ça que ne célébrez pas simplement les Ankara et les Kadhafi pour rien. Kadhafi n'a pas fui son pays, il avait la possibilité de fuir son pays. Célébrez Sankara parce que vous pouvez donner votre vie aussi pour une cause qui va faire en sorte que l'Afrique sorte du joug de ce que vous appelez l'impérialisme. Parce que vous passez tout le temps à insulter les impérialistes, mais vous avez peur de mourir. Ça veut dire qu'il y a un problème. Pourtant, les Blancs viennent ici vous tuer pour prendre vos terres. Il faut aussi apprendre comment est-ce qu'il faut la réciprocité, notamment en fabriquant les différents types d'armes. La vraie guerre est véritablement à ce niveau géostratégique-là. Donc cela ne sert à rien de dire que le Mali non, prend les risques. Est-ce que ça va faire comme ça? Les Maliens doivent prendre le risque pour défendre l'intégrité territoriale, pour défendre leur indépendance totale, pour ne plus dépendre des pays comme la France, la Russie aussi dans une moindre mesure, parce que comme la Russie est dans une logique impérialiste, la Russie ne vient pas aider, elle vient aussi aider parce qu'elle a besoin aussi des ressources humaines. Elle a aussi besoin de se positionner géostratégiquement dans cette Afrique francophone qui est, du point de vue de l'histoire, le jour de la France. On dit souvent à M. Diallo que l'Afrique est très convoitée et ce sommet États-Unis-Afrique est vraiment en est une preuve. Est-ce que l'Afrique pourra-t-elle, selon vous, tirer son épingle du jeu? Parce que dernièrement, il s'agissait du sommet Russie-Afrique et aujourd'hui, on parle d'hégémonie. Le quotidien de l'indépendance parle d'hégémonie, c'est une forme de suprématie. Oui, quand on dit que l'Afrique est convoitée, c'est comme nos anciennes disent au village, c'est-à-dire une femme qui physiquement, elle est très jolie, voilà, et elle croit que elle va écraser, comme on dit au quartier, quasiment tous les prétendants qui viennent là. Donc, comme elle se regarde dans un miroir et qu'elle est tellement jolie et qu'il y a beaucoup de prétendants, elle est toujours au niveau hautaine, elle ne revient jamais sur terre. Mais au moment où elle revient sur terre, c'est que des fois, le temps a déjà quasiment passé. Voilà. Il y a plus de prétendants sérieux. Elle commence véritablement à faire le bilan. Elle voit que c'est déjà très mauvais. Voilà. Et du coup, ça devient un peu compliqué pour elle. C'est comme ça que l'Afrique est. Vous ne pouvez pas être là. Les Blancs sont venus. Quand vous allez dans une ville comme Yaoundé, vous regardez le nombre d'hectares sur lesquels installer simplement l'ambassade de France. C'est énorme dans une capitale. Donc, le prochain président qui arrive, le chantier nouveau sera de dire que mais comment une ambassade peut s'installer sur des hectares, vous préparez quoi, il y a quoi dans cette ambassade-là. Ça veut dire que Yaoundé, pour ceux qui ont visité l'ambassade, c'est tellement grand et c'est des terres des autochtones qu'on a occupées. Mais si c'est des autres, si c'est les frères noirs,
qui vont à Yaoundé pour prendre des lopins, on va dire qu'ils sont les envahisseurs. Mais ils ne regardent, ils ne savent, ils ne voient pas comment est-ce que l'ambassade américaine aussi est étendue sur des hectares de Yaoundé. C'est la plus grande ambassade en Afrique francophone. Donc, et quand les États-Unis construisent comme ça, c'est un besoin hégémonique. Tout ça, c'est pour dire que ça ne sert à rien de dire que non, on est comme ça, que l'Afrique est convoitée. Des fois, même quand on est convoité, c'est un problème. Il faut savoir tirer son épingle du jeu. Et pour tirer son épingle du jeu, c'est quoi? Les Africains doivent apprendre à être pragmatiques. C'est ce qu'on a donc dit. On vous invite au sommet, vous pouvez envoyer votre ministre des Relations extérieures. Naturellement, pour que le ministre des Relations extérieures pas discuter. Parce que chez eux, ils ont même un ministère qui est chargé des relations avec l'Afrique. Et quand ils viennent en Afrique, les présidents reçoivent. Maintenant, c'est aux pays africains de bien utiliser les ressources humaines. Vous savez que le Cameroun venait de mettre sur pied 60 ans après les indépendants une société de développement des mines. C'est-à-dire qu'on a les minerais, on a l'or, tout ça, on vient de mettre sur pied une société pour développer. Pour ça, il faut utiliser la main-d'œuvre locale. Il ne faut plus aller prendre les blancs pour qu'ils vont venir développer. Pour construire un pont sur le Vouillon, on a besoin de la main-d'œuvre locale parce qu'on a 2 écoles polytechniques chez nous, Yaoundé et Douala. Il faut donc former des gens proportionnellement à nos besoins. On peut faire même un 6e pont sur le Vouillon, mais il faut donner une expertise camerounaise. Pour construire les routes, on n'a pas besoin de donner à Soja, Satan, à Razel, qui sont des sociétés françaises. On a besoin de donner aux sociétés camerounaises, parce qu'il y a des Camerounaises aussi qui construisent les routes. On n'a pas besoin de donner aux Chinois, parce qu'il y a des Chinois parce qu'il y a des Camerounais qui construisent des routes. Et tout ça, ce sont des éléments pragmatiques. Et on n'a pas besoin de faire des longues études. C'est ce que je voulais. Est-ce que vous savez par exemple que François Hollande est docteur? Vous n'avez jamais vu docteur devant son nom? Voilà. Mais en Afrique, quand vous aimez les superflus, on vous dit docteur Fakonde, professeur tel, professeur, ça ne sert à rien. Parce que ceux-là, les autres, les Macron, tout ça, ont le même diplôme. Mais vous ne verrez jamais chez eux qu'on vient mettre que docteur, président, docteur, chief, machin. Ça c'est du superflu. Voilà, parce que le docteur fait à l'amphi, ou s'il vient intervenir sur un sujet qui est donné. Les Africains doivent apprendre à éviter les superflus qui ne servent à rien. Parce que l'école coloniale qui était là, ce qu'on a légué, c'était pour remplacer le colon. Maintenant, pour nous développer, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin des gens qui nous fabriquent des caméras, made in Africa, des téléphones, des télévisions, des micros, made in Africa. Donc, et quand on aura tout ça, nous, on va acheter, on va vendre, on ne doit plus dépendre de Huawei, des Samsung, des Nokia, des Alcatel, parce que ce sont des marques qui viennent d'ailleurs. Pour le vin, vous savez par exemple que la semaine dernière, on en parlait que la Guinée équatoriale a été le premier fournisseur du Cameroun en Afrique subsaharienne. Quand vous regardez en quoi la Guinée équatoriale est premier fournisseur, j'ai fouillé pendant le week-end et j'ai vu que c'est en termes de contrefaçon et de ce que vous appelez du vin vient d'Espagne. C'est-à-dire que c'est des produits frélatés qui viennent de l'Espagne et qui transitent à le port de Douala, notamment en vin, en canette, et que nous on achète ici. Et c'est avec ça que la Guinée équatoriale est le premier fournisseur en contrebande. Donc, comment est-ce que c'est très toxique? Quand on parle de contrebande, ça veut dire qu'il y a le faux. Comment est-ce qu'on laisse cela passer alors que les Camerounais peuvent créer des vins made in Cameroun, alors que le raisin pousse chez nous? Comment est-ce que l'État ne peut pas donc encourager localement la fabrication, faire en sorte qu'on ne boive plus de vins qui viennent de Bordeaux, de Marseille? Encore que ceux qui boivent, ce sont les gens assez complexés. Parce que quand vous regardez parfois les statuts des camarades, c'est les marques, ils mettent des marques qui viennent d'ailleurs. Vous voyez que ceux qui insultent le blanc sont d'abord complexés moralement. Voilà. Il sera difficile pour un gars d'aller par exemple se filmer avec un monument qui est là-bas du côté de Feu Rouge et poster sur Facebook que d'aller se filmer à la tour F. Quand il parle à la tour F, c'est qu'il est déjà arrivé. Donc, quelqu'un peut, même si quelqu'un dort dans une petite chambre à Paris, quand il est derrière la tour F et qu'il a mis sa page Facebook, dans la tête des gens au quartier, c'est que tel est derrière à Paris et que tel est derrière en France. Ça, c'est des mentalités véritablement à bannir. Donc, si vous continuez dans cette mentalité-là, pourquoi? Parce que c'est vous-même. Dernièrement, je prenais l'exemple sur des confrères. Quand vous estimez que non, ils sont à l'étranger, c'est qu'ils sont arrivés. Ça veut dire que même au niveau local, vous-même, vous ne respectez pas votre système médiatique, qui est, comme je l'ai dit, un élément d'influence. Le Mali, pour imposer les choses à sa population, a d'abord fermé TV5, RFI et les autres.
dernièrement, il y a le Burkina Faso qui a aussi compris que ce sont des médias toxiques et qu'il leur appartient de développer aussi des médias forts. Du côté du Burkina Faso, RFI a démenti les accusations. En tout cas, même au Mali, ils ont démenti les accusations et le signal n'est pas revenu. Donc, pour éviter, puisque RFI est là pour faire comment? Pour polluer la population, pour dire des contre-vérités. Il faut donc que les médias puissent mettre sur pied, des pays africains doivent mettre sur pied des médias qui sont assez compétitifs, qui véhiculent la bonne nouvelle aux Africains, qui ne véhiculent pas les pleurs de l'impérialisme, qui peuvent dire aux Africains qu'on a tout aussi véritablement pour réussir, mais qu'il nous appartient de prendre notre destin en main. Le sommet Afrique-France est un grand moment pour les pays africains de discuter d'égal à égal, notamment avec les Afrique-États-Unis. Il y a aussi un sommet Afrique-France, de discuter d'égal à égal avec ce pays-là pour dire les choses en face. Moi, je trouve que c'est même une bonne chose que le président camerounais soit allé maintenant. On attend pour comprendre ce que lui va défendre là-bas, notamment pour l'intérêt de notre pays. À ce côté, il faut que l'Afrique ait aussi une réciprocité, notamment en mettant sur pied un mini-sommet. Afrique et le reste et l'Europe, ça permet qu'eux-mêmes viennent du ici. Mais le Cameroun peut entrer dans l'histoire. Vous savez que dernièrement, quand on célébrait les 50 ans de l'indépendance du Cameroun, ça fait 10 ans aujourd'hui, le Cameroun avait organisé un grand sommet du côté de Yaoundé, où il avait invité des partenaires pour venir présenter le Cameroun comme une terre d'opportunité. Mais 10 ans après, l'initiative n'a pas continué. Donc c'est le président Paul Biya qui lui aussi et son équipe devaient pérenniser cela pour véritablement entrer dans l'histoire. Parce que quand vous organisez les sommets, déjà il y a les rencontres B2B, il y a des partenaires. Vous allez voir que dans la délégation du chef de l'État, il y a le ministre de la Défense. Du point de vue géostratégie, la guerre qu'il y a dans le nord et le sud-ouest, vous savez que la majorité de ceux qui financent les guerres se trouve du côté des États-Unis. Et le ministre de la Défense, quand il se déplace véritablement, c'est dans la logique des partenariats, notamment en termes d'armement, pour discuter aussi comment est-ce que les États-Unis peuvent influer à tuer les leaders, pas les tuer physiquement, mais à tuer l'idée qui est en eux, de ce côté-là, et qu'il n'y ait plus de financement dans le nord-ouest et le sud-ouest pour que la guerre puisse baisser et que le Cameroun puisse se développer. Il y a aussi le ministre des Relations extérieures, il y a également les hommes d'affaires. Il appartient aux hommes d'affaires d'aller discuter les logiques des partenariats. Moi, je ne suis pas sûr. Pour ceux qui estiment qu'il faut prendre les hommes des médias ici pour aller les former à les recycler à Vox Africa. Pourquoi? Parce que chaque pays a ses réalités au niveau médiatique. La réalité, la manière dont on pratique le métier en France n'est pas la même chose qu'on pratique le métier de journalisme au Cameroun, parce que chaque pays a ses réalités, mais on le pratique en respectant simplement les canons, c'est-à-dire l'éthique et la déontologie. Même si beaucoup de médias, notamment anglais, américains, français, travaillent beaucoup plus pour imposer leur hégémonie, notamment dans le monde, pour montrer qu'ils sont les plus forts. Et que, or, les Africains passent le temps à copier dans la manière de parler, dans la posture, dans la manière de l'habillement. Et donc, c'est un problème. Voilà. Même il appartient donc aux médias africains de créer un paradigme nouveau. De ne pas surtout voir que non, tel est mauvais, celui qui diffère de moi, loin de me léser, m'enrichit. Donc, les Africains doivent apprendre donc, à être véritablement pragmatiques. Et le pragmatisme passe par dire non. Ça ne sert à rien de jouer le chat à la souris. Soit on fait, soit on ne fait pas. Le jour où l'Africain doit comprendre que si je m'engage à faire telle chose, je le fais et de manière très bien, quels que soient les obstacles, on va véritablement avancer. Avant de quitter de ce sujet, M. Ndiaye, est-ce que vous y voyez un rapport entre ce sommet et la crise qui se vit actuellement du côté de l'Ukraine? Parce qu'on sait en réalité que certains pays africains ont montré leur attachement à la Russie. Oui, c'est une bonne question. Vous avez même vu que le Cameroun s'est déplacé et que en Afrique centrale, la République centrafricaine, par exemple, est beaucoup proche de la Russie. En tout cas, la République centrafricaine a aidé, la Russie a aidé la République centrafricaine à se stabiliser, à retrouver peu à peu son intégrité territoriale grâce à la Russie. Parce que jusqu'aujourd'hui, l'armée centrafricaine ne peut pas acheter les armes parce que le pays est sous embargo. Voilà, la Russie a donc aidé le pays à se stabiliser, surtout le pouvoir d'Archange Touadéra. Vous voyez que les enfants retournent à l'école,
les sociétés se développent. Des Africains, ils vont investir, les Camerounais particulièrement, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine avicole, puisqu'il y a des Camerounais, quand je regarde la télévision centrafricaine, qui ont des grandes sociétés, qui ont des fermes là-bas, les Camerounais ont les médias là-bas, les Camerounais ont les microfinances là-bas. Voilà, ce qui fait en sorte que c'est une bonne chose aussi pour nos hommes d'affaires. Tout cela, c'est grâce à 70% à la Russie, 10% au Rwanda, qui a aussi un contingent armé là-bas, et 5% grâce à la MINUSCA. Parce qu'on a l'impression que ceux qui sont là, les forces de l'ONU qui sont là, ne servent quasiment un peu à rien. Mais pour ceux qui suivent aussi l'actualité du côté de la Centrafrique, vous allez voir que l'armée centrafricaine, petit à petit, est en train de se positionner, notamment en termes de recrutement, notamment en termes d'équipement, grâce à la Russie. La Russie offre des avions, la Russie offre des chars. Cette armée professionnelle-là peut aller à la reconquête de son territoire. Et si l'armée prend l'intégrité territoriale, ce sera, comme j'ai dit, à 70% à la Russie. Il y aura une influence certaine de la Russie, notamment au niveau du golfe de Guinée. Vous parlez tout à l'heure de la bataille du golfe de Guinée. Vous savez que le golfe de Guinée, si on va aller au niveau des eaux territoriaux, ça s'étend du Nigeria, République démocratique du Congo, en passant par l'Afrique de l'Ouest. Vous savez que c'est une zone qui non seulement est riche en minerais, les eaux également sont véritablement riches et c'est un grand enjeu. Et pour ça, les États-Unis ont besoin de se positionner stratégiquement. C'est pour ça qu'ils disent qu'ils ont la deuxième plus grande ambassade. Donc, cela ne fait pas 15 ans du côté de Yaoundé. Ça montre quand même que c'est un mécanisme pour mieux s'implanter, pour mieux discuter. Et le pouvoir de Yaoundé aussi n'était pas en parfaite symbiose avec les États-Unis, notamment avec la guerre dans nos eaux. Quand il y a de cela 2 mois, le président Macron est arrivé ici, le sujet de la Russie. Macron voulait à tout prix que le président de la République donne son point de vue. Justement parce qu'il était neutre quand il fallait sanctionner la Russie. Et le président a bien dit que, j'ai aimé sa manière de parler, il a clairement indiqué que la Russie est un partenaire comme tant d'autres. Ils y échangent, et ainsi de suite. Et vous allez voir qu'en termes de formation, la Russie a formé, en termes de recyclage, la Russie a recyclé les soldats camerounais ces 6 dernières années 1000 fois que la France. Vous voyez que même si le Cameroun ne met pas beaucoup en avant ce partenariat avec la Russie, le Cameroun il travaille quand même en survie. Et la France, qui normalement était le premier partenaire de défense, perd peu à peu sa place avec le Cameroun. La Russie équipe le Cameroun, notamment en termes de chars, en termes de voitures, mais le gouvernement du Cameroun en parle pas assez. Il y a de cela 6 mois aussi. Le ministre délégué en charge de la défense était du côté de la Russie, en pleine guerre d'Ukraine. Il allait re-signer un partenariat d'accord militaire entre la Russie et le Cameroun. Donc ce sont des enjeux. La présence effective de Paul Biya montre quand même que durant ces 42 dernières années, il a multiplié les partenariats stratégiques en sortant petit à petit du joug stratégique de la France et pour davantage étayer. Et il va aussi dire que les Américains sont un partenaire de poids et que le Cameroun c'est une terre d'opportunités qu'eux-mêmes ils gagneraient. Vous avez vu qu'en quelques jours du sommet, les Américains ont arrêté 3 ambassadeurs. C'est quasiment un peu pour donner le ton aux Camerounais, pour dire que petit à petit, nous sommes en train de nouer les relations. Parce que souvenez-vous, en 2018, l'ancien ambassadeur américain au Cameroun avait estimé, lors de la sortie d'une audience avec le président Paul Biya, il avait clairement dit qu'il a demandé au président Paul Biya de laisser le pouvoir, de passer la main. Or, il n'appartient pas à un ambassadeur de venir faire une proposition à un président de la République qui légitimement est élu. Même si au Cameroun, nous n'aimons pas le modèle de gestion du président de la République parce que nous estimons qu'il a mis long. Il n'appartient pas à un ambassadeur futur américain de venir dire comment le président doit se comporter, parce que cela touche de l'autonomie de ce pays-là et de son indépendance. Il appartient tout d'abord aux Camerounais de juger que le président, bien en 42 ans, a seulement augmenté le taux du chômage et qui gère mal. Il appartient aux Camerounais de prendre leur destin, en main. Il faut attendre peut-être la réaction de la Russie dans les tout prochains jours. Parce que la Russie a aussi un sommet, il y a aussi un sommet Russie-Afrique. Voilà. Donc c'est des éléments un peu géostratégiques aux Africains de se positionner comme j'ai dit.
Sujet très important hein, sur lequel on aura le temps de s'étaler. Monsieur Ndiallo, on va maintenant prendre notre deuxième sujet sur lequel on ne va pas mettre trop long parce qu'en réalité le premier sujet a bouffé assez de temps. On va parler du quotidien éco-santé qui s'intéresse aux violences faites aux femmes et aux filles, un phénomène qui perdure dans notre société. Est-ce que ce n'est pas est-ce que la cause n'est pas est-ce que on ne doit pas chercher la cause du côté de l'éducation? Est-ce que si la population était mieux éduquée, il n'y aurait pas moins de violences faites aux femmes et aux jeunes filles, monsieur Ndiallo? Bon, vous savez que c'est un sujet qui est assez complexe. Et que vous allez dans... si vous suivez l'actualité, par exemple, en France, si vous suivez l'actualité aux États-Unis, je prends les pays qui vous inondent avec les séries et les films. Vous allez voir que, voilà, vous allez voir que de ce côté-là, les violences du genre, puisqu'on appelle ça comme ça, sur la femme, voilà, sont beaucoup plus élevées qu'au Cameroun. Vous allez voir qu'aux États-Unis, par exemple, il y a un acteur dernièrement qui a été condamné parce qu'il a passé son temps à violer des filles avec qui il travaillait. Ça, c'est une forme de violence. Les violences en entreprise, des hommes qui harcèlent les femmes en entreprise, des hommes qui font ce que vous appelez les fellations, les attouchements des femmes. Ça, c'est aussi une autre forme de violence. Parce que physiquement, ça donne l'impression un peu que on vous chosifie. La violence psychologique, au niveau du travail, le sexisme, qui consiste à dire par exemple que les femmes ne peuvent pas faire tel type de travail, c'est réservé aux hommes. Et du coup, quand on voit une femme là-bas, on dit que, mais, un peu comme notre réalisatrice ce matin, c'est une femme. Il faut dire que c'est une femme. Que notre réalisatrice ce matin, avant c'était un métier d'homme. Voilà. Des fois, comment est-ce qu'elle-même se retrouve à ce niveau-là? C'est elle aussi d'être au devant de la scène pour exercer sa passion. Il y a des femmes qui font la maçonnerie. Il y a des femmes qui sont des mécaniciens. Il y a des femmes qui sont des pilotes. Voilà. Mais pour moi, Dieu a d'abord créé la femme et l'homme différents. Ça ne veut pas dire que l'autre est supérieur à l'autre. Voilà. Puisque c'est deux sexes d'abord opposés. Leur manière de faire, même si la volonté des hommes aujourd'hui, d'autres changent. Donc, ça c'est aussi des évolutions. Avant, dans les sociétés phallocratiques africaines, c'était femme, sois belle et tais-toi. La femme était que réservée pour faire des enfants, aménager la maison. L'homme était réservé pour travailler. Aujourd'hui, les choses ont évolué, puisque le monde est évolution, il y a le système éducatif. La vie devient de plus en plus difficile. La femme est aussi appelée non seulement à faire des enfants, puisqu'elle ne peut pas aussi faire des enfants seule. Même quand on parle de procréation médicalement assistée, il faut qu'elle doit aller prendre un liquide qui vient d'un autre homme pour faire ça. Donc elle ne peut véritablement rien faire seule. Et on est dans une société aujourd'hui où les femmes fréquentent tout comme des hommes. Où la femme est appelée à faire des choses pour combler aussi les besoins de la famille. Où la charge des besoins de la famille n'appartient plus seulement à l'homme. Dans ces sociétés-là, il est inconcevable pour la femme de continuer à pleurer. De dire que non, puisqu'elle met beaucoup de pantalons, et rares sont les hommes qui mettent les jupes. Et elle met aussi le pantalon derrière comme l'homme. Rares sont les hommes qui mettent des jupes. Donc, si une femme travaille et que son compagnon ou son mari travaille, il lui appartient de trouver le cadre idéal qu'il va avoir pour véritablement trouver, mettre sur pied un rééquilibre, notamment dans l'éducation des enfants, le loyer, même si on veut construire d'autres activités connexes. Les femmes doivent cesser aussi de se plaindre des violences parce qu'elles-mêmes aussi, elles n'ont pas le temps à violenter. Non, parce que non, tout à l'heure, quand vous parlez de violence, si on explique aux gens qu'il y a plusieurs types de violences, par exemple, une violence verbale, ils vont s'arrêter à violence physique. Physique, de comment quelqu'un tape sa femme au quartier, de comment il y a telle famille qui bagarre tous les jours. Et si on se limite à ça, c'est que les violences vont toujours continuer. Donc les violences, c'est de plusieurs ordres. Et pour que cela cesse, il y a certes l'éducation, mais il y a avant tout la mentalité. Parce qu'il faut dire aux gens que si vous avez par exemple dans une famille 3 garçons, 2 filles, de la manière dont vous éduquez votre fille, voilà, à éviter les hommes qui sont violents. La violence ici n'est pas que physique, la violence est verbale. Les gens qui sont mal élevés. Monsieur Ndiallo, on a suivi une histoire très récemment au Cameroun. Une jeune dame qui s'est rendue du côté du Canada et qui s'est mariée avec un jeune Camerounais qu'elle a fait venir au Canada. Et cette femme, disait-on, est morte à petit feu sous la violence de cet homme-là. Est-ce
est-ce que réellement l'éducation dont on parle peut être une source de solution pour pallier à ce problème de violence? Mais naturellement, il appartient aux femmes de choisir avec qui se mettre, sauf si vous êtes envoûté, comme on dit véritablement au quartier. Parce que il faut dire aux gens que quand on veut d'ailleurs se marier, ça 90% par la raison que par l'amour. Mais vous ne pouvez pas... Écoutez, vous n'aimez pas la vérité en Afrique. Des fois, les mariages sont des... Quand les gens veulent déjà se marier, c'est la raison qui prime à ce niveau-là. C'est plus la passion, l'amour c'est la passion. Quand vous mariez avec quelqu'un, vous avez, même si la personne est dans une situation, si vous évaluez sa manière de faire aujourd'hui, si dans 10-5 ans, il ne peut pas payer l'école d'un enfant, il ne peut pas dans ça, s'il n'est pas ambitieux, et qu'à côté, il y a un autre prétendant qui peut tout faire ça, résoudre les besoins primaires, c'est vers ceux-là qu'il faut véritablement aller. Parce que comme j'ai dit, le mariage c'est à 99% par la raison que par l'amour. L'amour c'est autre chose, vous pouvez aimer quelqu'un et puis véritablement vous n'êtes pas. Mais comme dans le cas, beaucoup s'engouffrent, peut-être c'est l'envoûtement, beaucoup y croient en Afrique. Nous sommes à... Mais c'est quand même un phénomène réel. Nous sommes en Afrique, mais il faut aussi croire en Dieu pour lutter contre les envoûtements. Et croire aussi aux ancêtres pour lutter contre les... Merci pour la deuxième option. Contre les envoûtements. Donc, si vous n'êtes pas un être raisonné et réfléchi, si vous n'êtes pas ambitieux, et que vous êtes seulement passionné par les séries brésiliennes qui relèvent de la fiction. Parce que ce qui se passe là-bas, c'est la fiction. C'est les gens qui gagnent leur vie en jouant des rôles. La preuve, c'est que vous regardez la même personne dans un autre téléfilm qui joue un autre rôle. Justement. Et la réalité est tout autre. Donc, du moment où vous ne pouvez pas intégrer que la vie, c'est comme j'ai dit, c'est de bien choisir, bien se mettre. C'est pour ça que vous voyez que les gens qui sont riches, les gosses des riches font comment? On les met tout dans les écoles, les hommes-femmes, pour perpétuer. Justement pour perpétuer la richesse, c'est un phénomène qu'on n'arrive pas à comprendre, voilà. Monsieur Ndiaye. Pourquoi pour perpétuer, parce que ils ont compris le mécanisme. Il sera plus difficile à quelqu'un qui est assez pauvre d'aller conquérir. Ça ne marche peut-être que dans les films. Non seulement, même dans le cas que vous parlez. La famille de la fille est plus aisée que la famille du gars. Justement, elle a fait ce mariage en cachette. Les parents n'étaient vraiment pas au courant. Et puis, toute personne qui voulait s'opposer, et puis elle coupait les ponts directement. Mais à la fin... Ne vous mariez jamais en cachette sans l'aval des parents aussi. Parce que c'est eux qui vous ont donné vie, c'est eux qui vous ont donné l'éducation. La première des choses, allez expliquer trivialement, prenez tous les points de vue en considération. Voilà, ça ne sert à rien d'aller à... Il faut tout prendre le point de vue en considération. Quand vous avez pris le point de vue, vous venez, vous évaluez en être réfléchi, le bien fondé, et c'est à quoi vous allez encore discuter, et vous-même vous demandez à Dieu à un moment de vous donner conseil. Pour chuter pour les violences faites aux femmes, mais les femmes aussi font les violences aux hommes. Voilà. Donc, il n'y a pas que les femmes qui font... Parce que vous aimez toujours dire que non, les femmes font les violences aux hommes. Il y a les femmes qui escroquent les hommes. Ça, c'est une forme de violence au niveau matériel, notamment au niveau pécuniaire. Il y a les femmes qui ont des mentalités quasiment bizarres. Il y a les femmes qui veulent jouer le rôle, notamment des hommes. Ça, c'est aussi les femmes. Il y a les femmes qui tapent les hommes. J'ai même vu avec un artiste dernièrement, où il a été tabassé par sa compagne. Ça, c'est aussi une autre forme de violence. Donc, comme nous sommes dans une société de complémentarité, où vous et moi, vous êtes des femmes et elles, nous sommes des collègues. Et ici, il n'y a pas que l'autre a tel droit que l'autre, à ce que je sache. Voilà. Ici, il n'y a pas une logique de sexisme, à ce que je sache. Donc, s'il y a une tâche et que vous n'allez pas, par exemple, on dit que vous allez faire ça. Allez, vous dites que non, c'est parce que je suis une femme, vous allez me donner, il faut être gentleman. Non, dans le milieu de l'emploi, ce n'est pas ça. Ce n'est pas un rendez-vous de galant où quelqu'un va se lever pour dire que non, viens t'asseoir. Il faut travailler. Quand vous chaussez les bottes, vous n'avez pas me dit que les femmes qui sont les militaires, quand ils envoient au front là, les militaires qui sont ensemble vont dire que non, comme toi tu es une femme, fais comme ça, n'importe qui joue son rôle. Si vous voulez l'égalité, l'égalité doit aller dans ce sens que je suis en train de parler là. C'est-à-dire qu'on n'est pas là en entreprise pour dire que non, s'il te plaît, donne-moi, oh, tu es macho, tu es comme ça. Ce qui importe à l'entreprise, c'est le résultat. Justement. Et si les femmes elles doivent travailler pour mériter ce résultat-là, elles doivent s'imposer parce qu'il y a les femmes chefs d'entreprise, il y a les femmes qui sont les présidentes de la République et elles s'imposent. Vous avez vu Angela Merkel, l'ancienne chancelière allemande qui a mis des années. Et son mari était quasiment le premier homme du pays.
Dans ce conflit, elle disait que l'homme disait ma chancelière. Elle allait faire le marché au supermarché. Étant chancelière, elle pas faire le marché au supermarché. Vous savez que chez eux, ils ont tellement démystifié. Ce n'est pas que quand un président veut sortir, on fait. Elle ne pourrait pas faire son marché, elle au volant de sa voiture. Elle ne pourrait pas essayer son mari. Parce qu'elle a reconnu sa place et qu'elle a avancé. Il y a aussi milliardaires nigériens qui font la même chose. Il faut aussi côtoyer les ministres au quotidien, peut-être ceux qui ont des postes de députés, pour voir qu'en Afrique, on est encore tellement loin derrière. On est encore dans les considérations basiques. En Afrique, on ne connaît pas encore ce que c'est que l'intérêt. Parce que tout dans la vie, c'est une logique d'intérêt. Voilà. Merci, monsieur Armand Rodolphe Ndiaye pour toutes ces explications ce matin. Je vous en prie. Bon début de semaine. Voilà. Oui, l'égalité, c'est aussi que quand on peut finir un plateau comme ça, les femmes invitent aussi les hommes d'aller manger et puis elles payent. Mais oui. Mais ne vous en faites pas, ça viendra. Il ne faut pas être tout comme ce genre de femmes qui veulent tout manger dans les poches des hommes. Ça, c'est aussi l'égalité. Parce que quand vous faites comme ça, c'est aussi une forme de violence sur l'argent des hommes. D'accord. Merci à vous.